Bienvenue dans Express Orient. Au sommaire cette semaine, les témoignages des habitants qui ont fui Falloujah. Ils sont des centaines à s'être échappés de la ville sous l'emprise du groupe État islamique. La Cisjordanie et ses secrets agricoles, notre correspondant à Jérusalem a suivi une botaniste qui lui en livre quelques-uns. On termine notre tour d'horizon à Abu Dhabi sur les bancs de la prestigieuse université française, la Sorbonne. Comment vit-on à Falloujah sous la bannière du groupe État islamique? Les témoignages nous parviennent depuis l'offensive des forces gouvernementales irakiennes sur la ville. Des centaines de familles qui ont fui, les djihadistes racontent leur calvaire, un quotidien rythmé par la faim, la peur et l'oppression. Florence Gaillard. Pour la première fois depuis 2 ans, ces enfants goûtent au riz. Dans la chaleur de la tente, leur mère veille sur ses plus petits épuisés. Pour elle, la fuite était une question de survie. Nous avions faim, sans eau ni gaz. Ils nous ont assiégés pendant 2 ans et 7 mois. Nous achètions des dattes pourries et les mangions avec du thé. Ils, ce sont les djihadistes de l'État islamique qui contrôlent Falloujah depuis 2014. Ils rationnent les vivres et le carburant et menacent de mort tous ceux qui voudraient s'en échapper. Mais avec l'avancée des forces gouvernementales, ces familles ont tenté le tout pour le tout. Quand l'armée s'est approchée de Falloujah, ça nous a donné l'occasion de fuir avec nos familles. Les djihadistes ont installé des explosifs sur les routes, donc beaucoup de gens sont morts ou ont été blessés. Malgré les nombreux dangers, des milliers de civils ont quitté la ville à pied. Certains ont même traversé des rivières en barque ou à la nage, manquant parfois de se noyer. Les forces de sécurité ont pu mettre en place des passages pour laisser ces familles fuir la violence et traverser ici. Nos hommes sont maintenant en train de les interroger pour être sûrs qu'elles ne sont pas avec les djihadistes et ensuite elles seront transférées dans un camp de réfugiés. Les habitants de Falloujah ont rejoint les cohortes de personnes déplacées en Irak. Les plus chanceux ont trouvé refuge dans ce camp installé à quelques kilomètres de la ville par une ONG norvégienne. Il y a 260 familles qui sont ici actuellement. Elles sont toutes arrivées ce week-end, pendant la nuit. Avec le siège de Falloujah, l'afflux de réfugiés devrait s'intensifier. D'après les ONG, au moins 50 000 civils seraient encore dans la ville, sous l'emprise du groupe État islamique. Le mois sacré du Ramadan a débuté cette semaine pour le quelques milliards de musulmans dans le monde. Au Moyen-Orient, le Ramadan ne sera pas festif pour tout le monde. En Syrie comme en Irak, une partie de la population vit dans des conditions très précaires, dans des camps de déplacés ou de réfugiés, ou dans des villes comme Madaya, assiégées par le régime et où la population, 40 000 habitants, ont été frappés par la famine pendant plusieurs mois. Elle s'appelle Vivienne Sansour et elle est botaniste. Accompagnée de Khader Abouratas, agriculteur, elle sillonne la Cisjordanie à la recherche de graines ancestrales disparues avec le temps. Grâce à son travail d'investigatrice, elle a ouvert une bibliothèque de graines. Reportage signé Pierrick Laurent. Vivienne Sansour est botaniste. Elle vient ici très régulièrement, car le patron de ce petit magasin agricole de Bethléem possède des dizaines de graines différentes. Mais Vivienne, c'est précisément ce qu'elle recherche. Non, pas ça. Uniquement des plantes endémiques, des fruits et légumes cultivés depuis des générations en Palestine, mais qui disparaissent au profit d'une production standardisée. Ça, c'est vraiment la cachette secrète de Khader. Tout le reste, c'est des graines plutôt courantes de l'agriculture conventionnelle. Mais ça, c'est de la qualité. Khader Abouratas est lui-même agriculteur. Ces graines les plus précieuses, il les collecte auprès des fermiers les plus âgés de Cisjordanie. Et il connaît l'importance de ce patrimoine organique. Ce sont les anciennes graines que nous avons toujours cultivées. Et si elles disparaissent, ce sera pour toujours, comme les dinosaures. On ne les reverra jamais. Or, elles sont fondamentales. Même les géants de l'agro-industrie qui fabriquent des OGM recherchent ces graines originelles. Khader et Vivienne mènent désormais l'enquête ensemble. Ils sillonnent les villages palestiniens à la recherche du Graal. On va essayer de trouver un vieil homme dont on m'a parlé, donc on va dans les champs. Leur objectif,
retrouver auprès des anciens un savoir ancestral. Ce jour-là, coup de chance, Aboudi, à 70 ans, récolte et nettoie des radis en bordure de son champ. Là, je fais pousser du concombre blanc. Ça, c'est très rare. Il est vraiment l'un des tout derniers en Palestine qui cultive encore cette variété. C'est génial. Ce sont des plantes traditionnelles. Mon arrière-grand-père les cultivait déjà. On a aussi une variété de courgettes et quelque chose qui ressemble à des épinards. La récolte de ces radis, une autre espèce locale, se fait encore de manière traditionnelle. Chaque découverte est soigneusement documentée par Vivienne. Enregistrement audio, photos. Tout ça, toutes les histoires qu'il me raconte, la façon dont il a récupéré les graines de concombre blanc grâce à 2 vieilles femmes, sa méthode pour nettoyer les radis. Et tout ça, visuellement, c'est de l'art. Ce savoir, Vivienne le met ensuite en pratique sur ce terrain qui était en jachère. Elle plante ici les jeunes pousses nées de graines retrouvées et met en avant la polyculture. Ça, c'est de la pastèque jadouaï. C'est une espèce en voie d'extinction. Les graines portent dans leur ADN l'identité culturelle d'un peuple, d'une région. Certaines graines ont été développées sur des milliers d'années, durant lesquelles les habitants ont soigneusement sélectionné certaines variétés qui leur convenaient. Donc c'est une vraie tragédie, car nous perdons partout dans le monde cette diversité génétique. Alors, pour faire revivre ce patrimoine, Vivienne met à disposition ses trouvailles dans une bibliothèque de graines qu'elle vient tout juste d'inaugurer en Cisjordanie. Ça fonctionne exactement comme une bibliothèque de livres. Vous venez, vous repartez avec un sachet de graines d'aubergine, vous les faites pousser et ensuite vous êtes censé ramener des graines l'année suivante à la bibliothèque. Plusieurs écoles participent déjà à ce programme pour sensibiliser les plus jeunes à la biodiversité, avec l'espoir de redécouvrir largement ces plantes qui peuplaient autrefois les champs palestiniens. Direction Abu Dhabi. Il y a quelques années, la Sorbonne s'est implantée dans l'Émirat. Le succès pour la prestigieuse université française dans le Golfe semble certain. Elle attire désormais des étudiants de tout le monde arabe. Reportage. Bien plus discrète que Dubaï, mais beaucoup plus riche. Abu Dhabi, devenu un pôle mondial de l'enseignement supérieur. Voici le campus de la prestigieuse Sorbonne. Rien n'est trop beau pour attirer les étudiantes et les étudiants du Golfe Persique. Un campus à 800 millions de dollars, entièrement financé par les autorités locales. Une université française construite sur le modèle américain. Terrain de tennis sur les toits, salle de sport ultra équipée et murs d'escalade. Du Wi-Fi partout et un établissement qui délivre exactement le même diplôme que la Sorbonne parisienne aux futures élites du monde arabe. On a la population qui est représentée, d'accord, la croissance de la population qui est représentée, et le PIB per capita. L'université accueille désormais 800 étudiants venus du monde entier, plus 25% en un an. Palestine, Liban, les Émirats arabes unis, Biélorussie. Chacun paye ici 12 000 € par an en licence, moins cher que d'aller vivre à Paris ou à New York, pour cette future élite qui étudie le français ici depuis un peu plus d'1 an. La maman m'a dit qu'il y en a l'université Sorbonne à Abu Dhabi et c'est une opportunité pour toi d'apprendre la langue là-bas et d'étudier là-bas. Et vous ne vouliez pas aller à la Sorbonne à Paris, par exemple? Non, parce que je ne voulais pas être loin de mon pays et ma famille ici. Pour cette professeure d'économie, c'est le rayonnement de la France qui se joue ici. Je trouve ça intéressant de participer à ce projet, de défendre à la fois le modèle français d'enseignement et la langue française, évidemment, puisqu'ici, toutes les licences sont enseignées en français. À l'heure du déjeuner, les étudiants peuvent profiter d'une cantine qui ressemble à celle des start-up. Entre baby-foot et billard, les jeunes émiriennes en abaya côtoient toute la jeunesse occidentale. Ça se passe comment, les cours? Bien, pas bien? Non, ça se passe bien. À part les résidences, toute l'université est mixte.
Avec la Sorbonne, l'INSEAD ou encore HEC au Qatar, la fine fleur de l'enseignement supérieur français est bien implantée dans le Golfe. Mais le marché est largement dominé par les anglo-saxons qui multiplient ici leurs implantations. En une décennie, le nombre d'étudiants dans le monde est passé de 100 millions à 300 millions. Et ce chiffre va continuer à augmenter de manière importante. Avec leurs universités étrangères, les pays du Golfe espèrent donc devenir des acteurs clés du marché mondial de l'éducation. On termine par cet exploit technologique à Dubaï cette fois. L'émirat a construit un immeuble à l'aide d'une imprimante 3D de plus de 6 mètres de haut. Il n'aura fallu que 17 jours pour construire les 250 mètres carrés de bureaux du bâtiment. Au-delà de l'exploit ou du record, les autorités de Dubaï témoignent de leur volonté de devenir leader de l'impression 3D d'ici 2030. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Restez avec nous. L'info continue sur France 24.